Je n'avais pas manqué un seul dîner du dimanche depuis 12 ans. Pas une seule fois. Pas même après des semaines de 70 heures de travail. Pas même après avoir enchaîné les doubles shifts pendant la période des impôts. Pas même cet hiver où j'ai eu une grippe si forte que je tenais à peine debout. Ma mère, Linda, disait toujours que j'étais celle sur qui on pouvait compter. La fille qui n'oubliait jamais un anniversaire, qui apportait le dessert, qui était toujours là. Ce soir-là, j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents avec un plat de lasagne encore chaud sur le siège passager. Je l'avais fait moi-même, de A à Z, comme aimait papa Franck, avec du fromage en plus et surtout sans ricotta. L'odeur d'ail et de basilic emplissait la voiture comme un souvenir. Cette odeur, c'était toujours celle de la maison. La lumière du porche était allumée quand je suis arrivée, jaune pâle dans la pénombre, le genre de lumière qui fait croire que quelqu'un vous attend. Je me suis garée devant, en prenant soin de ne pas bloquer la place de Greg. C'était mon grand frère, et il avait toujours la place la plus proche de la maison. Je suis montée les marches, le plat chaud entre les mains. Un rituel familier. Pied gauche, pied droit, pose sur la 3e marche, celle qui grinçait. Je n'ai pas frappé tout de suite. Je tendais la main vers la porte moustiquaire quand j'ai entendu mon prénom. Diane ne posera pas de problème. Elle ne dit jamais non à la famille. C'était la voix de Franck, plate, assurée. Je me suis figée. Ma main est restée suspendue près de la poignée. À l'intérieur, les voix résonnaient contre les carreaux de la cuisine. Maman, Linda, avait la voix tendue. Mais 300 000 $? C'est de la folie, Greg. Comment est-ce que tu as pu? Peu importe comment, répondit Greg sèchement. Ce qui compte, c'est que ce soit réglé avant que l'audit ne s'approfondisse. Tu as dit que tu m'aiderais. Puis Franck reprit, calme, sûr de lui. On le fera. Diane a eu cette promotion, tu te souviens? Analyste senior dans cette grosse boîte. Elle doit bien gagner quoi? 150 000 $ maintenant? Le plat dans mes mains ne bougea pas. Mais quelque chose en moi, si. Je suis restée parfaitement immobile, comme si bouger pouvait aggraver les choses. La porte moustiquaire était froide contre mon bras, la lasagne perdait lentement sa chaleur entre mes doigts. À l'intérieur, la conversation continuait comme si je n'existais pas. Elle a mentionné des primes, ajouta Greg. Probablement plus de 150 000. Ma mère soupira. Et elle travaille si dur. Elle l'a toujours fait. Il y eut une pause. Puis la voix de Linda, plus douce, comme si elle essayait de se convaincre. On dira que c'est pour le toit. La maison fuit depuis un moment. On peut commencer par là. 30 000 peut-être. Puis, plus tard, les frais médicaux. Je dirais que j'ai besoin de certains soins. Greg ne la laissa même pas finir. Espace les demandes. Elle donnera. Elle donne toujours. Tu te rappelles le prêt pour l'entreprise? 20 000. Aucune question. Elle n'a jamais demandé à les récupérer. Elle nous a donné sa prime de signature, dit Franck comme s'il s'agissait d'une fierté. 40 000 $. Elle nous les a juste tendus. Greg éclata de rire. Qui fait ça? Elle croit encore qu'on est une vraie famille. C'en est presque triste. Linda ne rit pas. Sa voix revint, plus sèche. Ne parle pas de ta sœur comme ça. Elle est naïve, maman. Elle croit qu'arriver avec une foutue lasagne, ça veut dire quelque chose. Je ne pouvais pas bouger. Pas cligner des yeux. Je voyais clairement, moi, encore et encore sur ce porche, les bras chargés, le cœur ouvert, sans jamais imaginer une seule fois que j'étais en train de me faire vider. La voix de Franck redevint calme. On espacera les demandes. Diane ne peut pas dire non quand tu pleures. Ça marche à tous les coups. Je n'aime pas lui mentir, murmura Linda. Ce n'est pas mentir, répondit Greg. C'est la famille. Son argent, c'est l'argent de la famille. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari. À quoi bon, elle dépense pour quoi, de toute façon? L'appartement. Celui dans lequel j'avais tout investi. Celui avec vue sur le parc et une vraie porte d'entrée qui se verrouille. Le seul endroit que j'appelais vraiment, chez moi. Elle ira bien, dit Franck, avec la certitude d'un verdict. Elle gère toujours les choses. C'est ce qu'elle fait. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, demanda Linda. La voix de Greg se fit plus grave. Sauf si tu veux me voir en prison fédérale pour fraude fiscale et évasion. Non, c'est notre seule chance. Mon avocat dit que si je rembourse avant qu'ils creusent plus loin, ils classeront l'affaire en pénalité civile.
Fraude fiscale. Évasion. Mon frère. Celui dont il se vantait auprès des cousins, des collègues, des inconnus au supermarché. Il ne traversait pas juste une mauvaise passe. Il avait commis un crime. Et ils allaient me faire payer à sa place. Je me suis lentement reculée de la porte, en prenant soin de ne pas faire craquer la marche. Mes mains étaient moites de sueur. Le plat m'a presque échappé. Je l'ai rattrapé de justesse. Aucun bruit. Aucune trace. Il ne fallait pas qu'il sache que j'avais tout entendu. J'ai réussi à rejoindre ma voiture sans m'effondrer. Ça m'a surprise. Mes jambes semblaient détachées de mon corps, comme si je flottais à quelques centimètres du sol. La lasagne était posée sur mes genoux comme une mauvaise blague que je ne comprenais plus. Je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis restée là, moteur éteint, à écouter le bourdonnement léger des insectes d'été et les rares voitures qui passaient. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un message de Linda. « Tu es où, ma chérie ? Le dîner est prêt. » Mon pouce est resté suspendu. Puis j'ai tapé. « Désolé. Rappelé au travail. Urgence audit surprise. » On remet ça. Les 3 petits points ont clignoté. Puis sa réponse est arrivée. « Oh non, on doit parler de quelque chose d'important. » « Ça peut attendre ? » Elle allait le dire. Le toit. Comme il l'avait prévu. « Désolée, maman. Mon patron dit que c'est urgent. Je t'aime. Je ne suis pas rentrée chez moi. Pas tout de suite. J'ai juste roulé. Lumière de la ville, station-service, endroit qui ne me connaissait pas. J'avais besoin de mouvement, pas d'arrivée. Quand j'ai finalement garé ma voiture dans le garage de mon immeuble, la lasagne était froide. Je l'ai laissée sur le siège passager et suis montée les mains vides. À l'intérieur, je n'ai pas allumé la lumière tout de suite. Je suis restée debout près de la fenêtre, regardant la nuit se filtrer à travers les ombres des arbres, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. Juste une sorte de lucidité fatiguée. Je leur avais donné 40 000 $ l'année de mon diplôme, puis j'avais vécu avec des nouilles instantanées et du café bon marché jusqu'à pouvoir épargner de nouveau. J'avais donné 20 000 $ à Greg quand son entreprise avait fait faillite. J'avais payé leur dîner d'anniversaire quand ils disaient être juste niveau finance. Je n'avais jamais demandé à récupérer un centime parce que je croyais que c'était ce que faisaient les filles, ce que faisaient les bonnes sœurs, ce que faisait la famille. Mais maintenant, j'avais compris quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Ils n'avaient jamais vu ça comme de la générosité. Ils voyaient ça comme de la soumission. Au moment d'aller me coucher, un plan avait commencé à prendre forme. Silencieux. Précis. Je n'allais pas leur dire que je savais. Pas encore. Le lendemain matin, je n'ai pas préparé de café. J'ai agi. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert tous mes comptes, épargne, investissement, même ce vieux 401K de mon tout premier emploi. J'ai transféré chaque centime dans de nouvelles banques, que mes parents ne connaissaient pas. J'ai appelé chaque service client, mis des alertes fraude, gelé chaque point d'accès partagé que j'avais laissé. Puis j'ai changé tous mes mots de passe, activé la double authentification, modifié toutes les questions de récupération. Tout. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Maman. Papa. Greg. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un email à ma patronne, Suzanne Richard, pour lui demander si elle avait quelques minutes. L'objet était simple, personnel. Urgent. Suzanne était une femme brillante d'une 50aine d'années. Pas d'enfant, le genre de femme qu'on imagine avoir traversé le feu en talons. Quand je suis entrée dans son bureau, elle ne souriait pas. Elle m'a simplement désigné une chaise. J'ai besoin de conseils, ai-je dit. Pas juridique, pas encore. Juste personnel. Mais ça pourrait affecter mon travail. Elle a hoché la tête. Je t'écoute. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais entendue, l'argent que j'avais donné au fil des ans, la fraude de Greg, leur plan, et le mien disparaître financièrement parlant. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les bras croisés, son expression devenant plus sombre à chaque paragraphe. Quand j'ai eu terminé, elle s'est penchée en avant. Et d'abord, dit-elle, tu gères ça mieux que la plupart. Ensuite, tu as besoin d'un avocat. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pourrait essayer de retourner la situation. Enfin, tu as besoin d'un dossier. Chaque dollar. Chaque demande. Il faut tout documenter. J'ai ouvert le tableau Excel que j'avais commencé la veille au soir.
5 ans de virement, de date, de montant. Des petites notes dans la marge, comme « Urgence Greg » ou « Frais médicaux maman ». Suzanne a sifflé doucement. Presque 200 000 $. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée. Puis elle m'a regardé, avec quelque chose de plus doux dans la voix. Une dernière chose. Il y a un poste ouvert dans notre bureau de Londres. Même titre, meilleur salaire. Et surtout, un océan entre toi et ce chaos. Londres, ai-je répété. Tu ne serais pas seule, dit-elle. Tu aurais du soutien. On s'occuperait du visa, du déménagement, de tout. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais quelque chose en moi avait changé. Cet après-midi-là, Greg a finalement réussi à me joindre. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que je voulais entendre comment il allait tourner ça. Bon sang, Diane, dit-il. T'étais où? Je travaillais, ai-je répondu d'un ton plat. À ce boulot que tu crois être une machine à imprimer de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? On doit parler en famille. Dîner demain. Je peux pas. J'ai des plans. Plus importants que la famille? Je n'ai pas hésité. Le genre de plan où les gens ne complotent pas pour voler 300 000 $. Silence à l'autre bout du fil. Je ne vois pas de quoi tu parles, a fini par dire Greg. Évasion fiscale, fraude. Tu comptais me faire payer. Il a ri. Trop fort, trop faux. Tu écoutais. J'apportais une lasagne, ai-je dit. Tu te souviens? Le dîner familial? Ce truc auquel tu dis que je crois encore bêtement. Et Diane, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu l'as planifié. Tu leur as dit de pleurer si nécessaire. Tu m'as traité de naïve. Je suis dans la merde. Tu aurais dû y penser avant d'enfreindre la loi fédérale. Tu vas vraiment me laisser aller en prison pour de l'argent que tu peux te permettre? J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas me permettre les 40 000 $ que j'ai donnés à maman et papa. Je ne pouvais pas me permettre les 20 000 $ que je t'ai donnés. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça. Mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. Silence, lourd, comme s'il ne savait plus quoi dire. Je t'en supplie, dit-il. Alors supplie quelqu'un d'autre. J'ai raccroché. Les textos ont commencé immédiatement. De Greg. De maman. De papa. Je ne les ai pas lus. Le mercredi, j'ai entendu frapper dans le hall d'entrée du bureau. C'était Linda. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient défaits, ses yeux rouges. Elle n'a pas attendu qu'on la fasse entrer, elle a contourné la sécurité et m'a retrouvée près des ascenseurs. Et Diane, s'il te plaît, parle-moi juste un moment. Je suis restée là, dans le hall en marbre de mon entreprise, en blazer marine et talons, pendant que ma mère pleurait comme une enfant. On peut parler, ai-je dit. Ici. Elle a tressailli. On ne peut pas aller quelque part en privé? Non. Greg a des ennuis. Je sais. Fraude, évasion fiscale. Il m'a dit qu'il avait fait des erreurs, mais c'est ton frère. Non. C'est ton fils. Aide-le. On n'a pas l'argent. Tu le sais. Alors il n'aurait peut-être pas dû commettre un crime. Sa voix s'est brisée. Comment peux-tu être aussi froide? Ce n'est pas toi, ça. Tu as raison. L'ancienne moi aurait déjà signé le chèque. L'ancienne moi pensait que l'amour signifiait se sacrifier. L'ancienne moi te croyait quand tu disais que la famille aide la famille. Elle a levé les yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'ancienne moi est morte sur ton perron. Elle s'est figée. Tu ne penses pas ça. Je me suis penchée, voix basse. Tu as dit que je ne dirais jamais non. Tu as dit que je ne comprenais pas comment fonctionne le vrai monde. Tu as dit que je fondais dès que tu pleurais. De vraies larmes, cette fois. Pas du théâtre. De la vraie peur. On était désespérés. Non. Vous étiez avide. C'est différent. Elle a tendu la main. Je me suis reculée. Je l'ai laissée là, dans le hall, sous les lettres dorées du nom de mon entreprise. Je ne me suis pas retournée. Le jeudi est passé dans le silence. Aucun appel, aucun message, aucune visite surprise. Pendant un instant, j'ai cru que c'était fini.
qu'ils avaient enfin compris. Le vendredi après-midi, je rangeais mon bureau quand la réceptionniste a appelé. Diane, il y a quelqu'un du service juridique en bas, un huissier. Il dit qu'il a des documents pour toi. Je me suis figée, puis j'ai expiré lentement. Dis-lui de monter. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. Aucun regard. Aucun mot. Juste un nom griffonné et un départ silencieux. À l'intérieur, une plainte officielle. Mes parents me poursuivaient en justice, affirmant que l'argent que je leur avais donné au fil des années était des prêts, que je réclamais maintenant le remboursement et que j'avais causé une détresse émotionnelle et une instabilité financière en coupant les contacts. C'était absurde. Tellement absurde que j'ai éclaté de rire là, à mon bureau. Pas un rire franc, un rire creux. Celui qu'on laisse s'échapper quand l'incrédulité finit par céder la place à l'épuisement. Ils n'essayaient plus seulement de me faire culpabiliser. Ils essayaient de me punir. J'ai appelé l'avocate que Suzanne m'avait recommandée, une femme nommée Carole Kim. Efficace, directe. J'ai scanné et envoyé les documents par email. Elle m'a rappelé 10 minutes plus tard. Ils n'ont aucun dossier, a-t-elle dit. Aucun contrat, aucune documentation, aucun accord écrit, rien pour prouver qu'il s'agissait de prêts. C'est du harcèlement, dans les règles. On peut contre-attaquer, ai-je demandé. On pourrait poursuivre pour préjudice, détresse émotionnelle, diffamation. J'ai marqué une pause. L'idée ne me plaisait pas. Non, ai-je dit. Je ne veux pas leur argent. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie. Un long silence a suivi. Puis Carole a dit. Compris. J'ai refermé le dossier, je l'ai rangé dans un tiroir, verrouillé. Ce week-end-là, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas seulement pour Londres, mais pour une vie sans ces gens qui me voyaient comme un chéquier sur talon. Les déménageurs étaient prévus pour mardi. Tout le week-end, j'ai rempli des boîtes d'objets que je pensais garder pour toujours, des livres de cuisine annotés de la main de ma mère, des photos encadrées de vacances où j'étais toujours celle derrière l'objectif. Je les ai soigneusement emballées, puis j'en ai laissé la plupart derrière moi. Le dimanche matin, Greg a rappelé. Le numéro était inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Tu vas vraiment me laisser aller en prison, dit-il. Je ne te laisse rien faire du tout, ai-je répondu. Tu vas en prison parce que tu as commis des crimes. Sa voix s'est brisée. Je pourrais tout perdre. J'ai déjà tout perdu, ai-je dit. Ma famille, ma confiance, ma croyance que vous teniez à moi en tant que personne, pas juste en tant que ressource. Silence. J'avais peur, dit-il. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu l'as planifié. Tu en as ri. Tu leur as appris à me mentir. Je ne voulais pas te blesser. Et tu n'as même pas pensé à moi. Il a essayé encore. Et Diane, je t'en prie. Je te supplie. Je t'ai déjà dit. Supplie quelqu'un d'autre. J'ai terminé. J'ai raccroché. Bloqué le numéro. Plus aucun texto. Plus aucun appel. Ils avaient dû comprendre que la porte était fermée. Le lundi, je me suis tenue au milieu de mon appartement à moitié vide et j'ai regardé la vie que j'avais construite. Chaque centimètre gagné, chaque dollar arraché, chaque objet touché par des gens qui me semblaient désormais étrangers. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste rangé mon dernier sac, fermé la fermeture éclair, et collé un mot sur la porte pour les déménageurs. Londres, 2 pièces, vue sur la rivière. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Pas parce que tout était réglé, mais parce que je ne faisais plus semblant. Je l'ai retrouvé au fond d'un placard, coincé derrière de vieux moules à gâteau dans un plat à tarte ébréché que je n'utilisais plus. La plat à lasagne, encore propre, encore lourd, celui que j'avais porté ce fameux dimanche soir, rempli de chaleur, d'espoir et de fromage, croyant que j'entrais dans un endroit plein d'amour. J'ai passé ma main le long de son bord. Ce n'était que du verre et du métal, mais il contenait tout. Chaque dîner que j'avais préparé, chaque tentative, chaque moment où il m'avait vidé de moi-même en souriant. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste pris, retourné, et laissé tomber dans la poubelle de la cuisine. Le bruit qu'il a fait n'était pas fort. À l'aéroport, carte d'embarquement en main, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Et Diane, je suis désolée. Pas pour avoir eu besoin d'aide, mais pour la façon dont on a essayé de l'obtenir. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai répondu. J'espère qu'un jour vous mériterez d'être pardonné.
J'ai éteint mon téléphone et marché vers ma porte d'embarquement. 6 mois plus tard, le message est arrivé par l'intermédiaire de mon avocate. Greg avait été condamné, 18 mois de prison fédérale, pour évasion fiscale, fraude électronique, tentative de dissimulation d'actifs. Mes parents avaient vendu leur maison pour aider à payer ses frais juridiques. Ils avaient presque tout perdu de toute façon. Ils vivaient maintenant chez ma tante, en Floride. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité, ni même colère. Ce n'était plus que des noms. Des gens que j'avais connus dans une vie que je ne vivais plus. À Londres, le ciel était toujours changeant, gris, puis argenté, puis presque chaleureux. J'avais un appartement d'angle, avec des murs en briques anciennes et une vue sur la rivière. Je m'étais fait des amis, de vrais amis, des collègues qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais signer. Parfois, le dimanche matin, quand tout était calme, je faisais encore des lasagnes. Juste pour moi. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me souvenais de la fille qui croyait qu'apporter de la nourriture, c'était apporter de l'amour. La fille qui transportait son cœur dans un plat à gratin et le déposait encore et encore sur leur seuil, espérant qu'un jour, il le lui rendrait intact. Cette fille n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait que l'amour sans respect n'est qu'une dette déguisée. Quelqu'un qui avait compris que partir, ce n'était pas abandonner. C'était se souvenir de qui on est. Et parfois, la seule personne qui se montre vraiment pour vous, c'est vous. Je croyais autrefois que le simple fait d'être là suffisait. Que si je continuais à dire oui, à donner, à préparer des plats et à payer les factures, il finirait par me voir pas seulement ce que je pouvais offrir. Mais certaines personnes ne vous aiment que tant que vous leur êtes utile. Et au moment où vous arrêtez de donner, vous cessez d'exister. Je ne suis pas parti pour les punir. Je suis parti pour protéger ce qu'il restait de moi.